Bienvenue à tous, ceci est le chapitre 12 de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Nous présentons ce chapitre intitulé Débogage, dépannage dans le programme, en 4 vidéos séparées. Le présentateur principal d'aujourd'hui, pour la 3e fois, est Sabolt Bayer. Je m'appelle Gergo Lagler. Vous m'avez peut-être rencontré dans nos vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de regarder les vidéos de tous les chapitres précédents, car ces matériaux s'appuient les uns sur les autres et pourraient offrir quelque chose de nouveau, même aux spectateurs les plus expérimentés. J'ai obtenu mon diplôme en 2005 en tant qu'élève du lycée à l'Institut pratique Alta János Bolyai à Szombathely, où j'ai reçu une formation scientifique approfondie. Et grâce à cela, j'ai décidé de devenir ingénieur électricien. Alors me voilà. J'essaie de vous enseigner les bases de l'électronique claire comme du cristal. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Szabolcs Pajer. Gergo m'a déjà présenté brièvement. J'enseigne à l'école qu'il a mentionnée depuis un certain temps maintenant. Et c'est évidemment comme ça que nous nous sommes rencontrés. J'ai eu le plaisir d'être son enseignant. Le 12e chapitre du programme a été écrit par David Kish et relu par plusieurs anciens membres staliniens, dont Gabor Proksa. Comme tous nos auteurs et intervenants, ce sont d'excellents experts qui nous apportent des exemples concrets. J'ai essayé les exemples de ce chapitre à l'avance. Puisque nous voulons montrer des exemples de débogage, les hauts codes initiaux, comme c'est souvent le cas en ingénierie, fonctionnent, mais pas très bien. Ils ne fonctionnent pas comme prévu. Nous passons beaucoup de temps à nous creuser la tête et à les regarder avec des yeux perçants pendant que nous corrigeons les lignes, ce qui entraîne des fonctionnalités inattendues. Voyons quelles options nous avons pour le dépannage et la correction des erreurs. Les processeurs peuvent effectuer diverses opérations sur des nombres binaires, telles que l'addition, la comparaison et d'autres opérations logiques, et peuvent effectuer des tâches utiles pour nous. Pour effectuer des tâches utiles pour nous, nous devons indiquer au processeur quelles opérations exécuter sur quel nombre. Ces commandes s'appellent des instructions, et l'ensemble de toutes les instructions est appelé un ensemble d'instructions. Vous pouvez attribuer un nombre binaire à chaque instruction. En faisant cela, nous avons résolu le problème, parce que si nous voulons donner une commande au processeur, nous devons envoyer un nombre binaire qui indiquera au processeur quoi faire. Les processeurs des microcontrôleurs fonctionnent sur le même principe. Ils lisent les nombres de la mémoire du programme un après l'autre et exécutent des instructions en fonction de ceux-ci. Mais comment une instruction entre-t-elle dans la mémoire du programme? La chose la plus simple serait d'écrire manuellement les nombres binaires correspondant aux instructions, pour ainsi dire, dans la mémoire. Nous pourrions faire cela si nous n'avons que quelques instructions. Cependant, cela prendrait beaucoup de temps de les taper dans le cas de programmes plus longs et compliqués, sans parler du nombre d'erreurs possibles. C'est pourquoi le langage de programmation assembleur a été inventé. En assembleur, les instructions ne sont pas désignées par des nombres binaires, mais par un texte court. Par exemple, pour l'addition, avec l'instruction appelée add. Après avoir écrit un programme de cette manière en assembleur, un autre programme traduit ce texte en nombre binaire, c'est-à-dire en instruction. Cette méthode est utilisée pour faire la différence entre... Le seul problème avec cette méthode est que différents processeurs peuvent et ont des ensembles d'instructions différents, donc nous devrions écrire un code assembleur différent sur chaque processeur. Ce problème peut être contourné en utilisant des langages de programmation de haut niveau, comme le langage C. Les lignes de code C sont compilées en langage assembleur par un programme informatique, puis le code assembleur compilé sera assemblé en code binaire machine. La première figure montre le code source C, qui est ce que nous pouvons lire facilement. Bien sûr, notre programme peut ne pas se composer d'un seul fichier. Le fonctionnement d'un programme peut être décrit avec plusieurs fichiers ayant des extensions C. H. Le contenu d'un tel fichier C peut être vu sur l'image, et vous rencontrerez le plus souvent ces fichiers au cours du chapitre. La première étape de la compilation est effectuée par le préprocesseur et le compilateur. Le compilateur convertit le code source du langage C de haut niveau en code assembleur de bas niveau, dit code assembleur.
Nous pouvons voir ce code dans l'étape intermédiaire. Ce fichier contient encore des informations lisibles pour les mortels humains. Le code assembleur implémente la fonctionnalité requise par le code source C, avec l'ensemble d'instructions limitées du processeur. À partir de maintenant, nous ne sommes qu'à un pas du code machine. Comme cela a été mentionné précédemment, le fichier assembleur peut être associé un à un aux instructions machine. Il suffit de remplacer les mots par les bonnes séquences de chiffres. Regardons la figure. La dernière étape est complètement cachée pour nous. L'ordinateur a également résolu ce problème. Nous avions déjà plusieurs fichiers sources dans nos précédents programmes simples, et ils sont compilés en autant de petites séquences qu'il y a de fichiers. Cependant, nous ne pouvons en télécharger qu'un seul sur le processeur à la fois. Donc, en dernière étape, le soi-disant éditeur de liens relie ces fichiers en un tout. Subulge, tu viens de nous montrer à la fois l'assemblage C et le code machine. Et le code GP aussi. J'ai peur que nos spectateurs aient peur de l'assemblage et du code machine. Je voudrais souligner que dans le programme, nous allons principalement programmer en C, ce qui sera facile à comprendre. Le code d'assemblage et le code machine ne seront utilisés que par le compilateur et le microcontrôleur. C'est exact, Gergo. C'est exactement comme ça dans le programme. Donc, nous ne devrions pas avoir peur, n'est-ce pas? Merci. Bien sûr, ce processus est loin d'être trivial, car le même code C peut être implémenté de plusieurs manières en assembleur. Le compilateur optimise le code, exécute certaines choses dans un ordre différent. Si nous n'utilisons pas, par exemple, une variable, alors le compilateur ne la créera pas inutilement. Heureusement, nous pouvons désactiver l'optimisation, et ce qui se passe, alors est exactement ce que nous avons décrit. Au cours du chapitre, nous allons l'éteindre pour éviter tout malentendu. Il existe encore des programmes qui sont écrits en langage d'assemblage aujourd'hui. L'une des raisons de cela est de contrôler le temps d'exécution et la taille du programme. Lorsque vous utilisez l'assemblage, vous savez exactement combien d'espace est occupé par chaque instruction et combien de cycles d'horloge il faut pour les exécuter. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de prédire à l'avance quel type d'instruction le compilateur utilisera pour implémenter notre programme. Écrit dans le langage C, l'autre raison est que nous voulons un contrôle total sur le processeur. Le code écrit en assembleur est clairement traduit en code machine. Le processeur exécute exactement ce que nous avons écrit. Le compilateur C est aussi un programme créé par des humains. Donc, il peut y avoir des erreurs dedans. Dans certains cas, il peut mal interpréter notre programme écrit en langage C. Maintenant que nous savons comment notre code est compilé, nous pouvons chercher des erreurs dedans. Pendant le développement, la première exigence est d'écrire un code syntaxiquement correct. Nous avons discuté de la façon de faire cela dans les chapitres précédents. Cependant, une syntaxe correcte à elle seule ne signifie pas que le code se comporte comme nous l'avons conçu. Appris. Le processeur exécute des commandes des millions de fois par seconde, voire plus, donc nous n'avons aucune chance de le suivre à l'œil nu. D'un autre côté, même si nous le pouvions, nous ne pouvons pas vraiment voir le flux des choses, parce qu'il est très difficile d'observer la danse des électrons dans la puce en silicium. Ces problèmes sont surmontés par le débogage, qui est le processus de dépannage. Nous avons la capacité d'exécuter notre code étape par étape, de suivre l'état des différents registres et variables, et ainsi de vérifier que l'opération est correcte. Nous devrions déboguer le studio, Saboge. C'est ça? D'accord. Une mouche vole ici depuis longtemps, et nous ne pourrons pas continuer à travailler comme ça si elle nous dérange constamment. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le nom de ce chapitre? Oui, ce n'est pas vraiment à propos des mouches. Il y a très très longtemps, avant l'utilisation des semi-conducteurs, des tubes électroniques ou des relais étaient utilisés pour exécuter des séquences d'instructions sur les premiers ordinateurs. Oui, énormes machines étaient nécessaires. Dans de si grandes salles, l'énorme quantité de pièces occupait un espace énorme, et ces petits animaux, comme les insectes, avaient la possibilité de soit provoquer un court-circuit,
si c'était indésirable, soit de rompre divers contacts. Dans une situation inattendue ou créer un écart, Il a fallu beaucoup de temps aux programmeurs de l'époque pour trouver le bug, pourquoi tu fais mieux? et il est arrivé plusieurs fois qu'un de ces visiteurs indésirables cause un problème, ou la résistance au bug a corrigé l'erreur. Les programmeurs ne savaient même pas que le bug avait créé un nouveau processus. Shabolx, je pense que le moment est venu de faire de grands pas sur des ailes de plomb dans le champ de pratique qui sent bon le verre et qui est plein de boss. Je comprends, ce sera comme ça. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder cela à travers un exemple. À bientôt! Au revoir.